Tout le monde parle de souveraineté numérique, mais le sujet est plus complexe qu'on croit. Telle est la leçon que j'ai retenue d'un récent webinaire sur le sujet auquel j'ai eu le plaisir de participer. Si des acteurs comme Salesforce ou HubSpot dominent leur marché, quelque chose a pourtant changé. Sous l'effet conjugué des tensions géopolitiques, du Cloud Act et d'une prise de conscience progressive des directions informatiques, la question de souveraineté numérique s'est invitée au cœur des décisions logicielles. Des éditeurs français solides existent, encore faut-il savoir les évaluer et savoir ce que l'on cherche vraiment à protéger et déjouer les pièges du sovereignty washing. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, souveraineté numérique et logiciel de vente. La souveraineté numérique s'invite dans le choix du CRM. La question n'est plus théorique. Alors que la tension géopolitique entre l'Europe et les États-Unis s'intensifie, que les câbles sous-marins appartiennent majoritairement aux géants du numérique américain et que les dépendances technologiques s'accumulent depuis des décennies, de plus en plus d'entreprises et d'organisations publiques françaises se demandent si leurs outils de gestion de la relation client les exposent à des risques qu'elles ne maîtrisent pas. C'est dans ce contexte que TechEthic a réuni le 12 mars 2026 un panel d'experts autour de la question centrale. Quelles alternatives de confiance à Salesforce et HubSpot ? Et bien d'autres. Animé par Thierry Baillon, fondateur de TechEthic, la table ronde a réuni une avocate spécialisée en droit numérique, un ancien haut fonctionnaire de la DINUM, des éditeurs de CRM français, un spécialiste de l'intelligence économique et des observateurs de marché, dont votre serviteur. Voir la liste des participants à la fin de mon billet daté du jour 16 mars 2026. Je vous propose d'écouter l'intégrale de cet échange. Dans ce podcast, je vous laisse donc en compagnie de Thierry Baillon et de ses invités. Nouvelle table ronde digitale qui s'inscrit dans la série à la découverte du numérique de confiance. Donc aujourd'hui, on veut faire un petit focus sur les solutions de l'univers vente, marketing. Alors sous un vocable un petit peu accrocheur, quelles alternatives de confiance à Salesforce et HubSpot. On n'a rien de particulier contre Salesforce et HubSpot, mais c'est simplement pour teaser un petit peu cet événement. Alors juste pour remettre cet événement dans son contexte, on a lancé l'initiative de ce type le trimestre dernier, fin 2025, au mois de novembre, autour des solutions de collaboration et de communication. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on a fait une table ronde, il y a un replay qui en a été fait évidemment, il y a un compte-rendu très étayé qui en a été fait, et dans la foulée on a même édité un petit guide de solutions de confiance. Donc il y a à peu près 40 solutions qui ont été répertoriées, certaines ont été analysées, d'autres un peu moins, il y a des conseils de migration, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi j'ai le grand plaisir d'accueillir 8 participants experts et entrepreneurs dans le domaine de la vente et du marketing, ainsi que Maître Olivia Filippo qui est avocate spécialisée dans le droit du numérique, pour effectivement reparler de ces problèmes de souveraineté et de confidentialité et de numérique de confiance. En fait, c'est plus comme ça qu'on doit présenter les choses. Alors surtout à une époque qui est un petit peu perturbée, l'actualité ne vous aura pas échappé. Et donc c'est important, et on voit de plus en plus de signes sur le marché d'entreprises, de collectivités, d'administrations qui se posent vraiment la question de la souveraineté des données. On voit qu'on est quand même beaucoup à la merci du numérique anglo-saxon. On
en avait parlé d'ailleurs le trimestre dernier en parlant justement des câbles Internet qui appartiennent, en fait, vous le savez peut-être pas, mais qui appartiennent en très grande majorité aux grands acteurs numériques, au Amazon, au Google, etc. Il y a une partie qui appartient à Orange, mais c'est pas grand-chose. On a vu également ce qui peut se passer par rapport au réseau satellitaire, aux connexions satellitaires avec Starlink, notamment par rapport à la guerre en Ukraine. Donc il y a des vrais sujets quand même importants. Donc on va commencer un petit peu ces échanges en essayant de rappeler un petit peu le Cloud Act, l'extraterritorialité du droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour nos entreprises, nos collectivités, nos administrations? Alors peut-être on va commencer avec Maître Olivia Flippo, qui est donc juriste, avocate, spécialisée dans le numérique. Peut-être nous rappeler un petit peu ce que ça veut dire, ce que c'est ce Cloud Act et ce que c'est effectivement ce concept d'extraterritorialité du droit US. Parce qu'en fait, en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'en fait, ça couvrait énormément de domaines. D'ailleurs, il y a un lien que Claire partagera peut-être avec vous, un lien simplement pris sur Wikipédia, mais qui rappelle en fait toutes les lois qui rentrent dans ce concept d'extraterritorialité, et ça va très loin. Évidemment, c'est du commerce, c'est de l'embargo, c'est de la lutte contre les groupes terroristes, c'est de la lutte contre la corruption, c'est de la fiscalité, c'est de la comptabilité, c'est beaucoup de choses. Donc, Olivia, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est en fait ce dont on parle quand on parle de Cloud Act et plus généralement d'extraterritorialité du droit US? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par l'extraterritorialité parce que c'est bien au-dessus du Cloud Act qui n'est qu'une expression de cette extraterritorialité. C'est la possibilité très réelle pour des autorités étrangères de peser sur nos décisions, d'accéder à nos données, de sanctionner nos entreprises au détriment des intérêts locaux, économiques et stratégiques. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que des entreprises nationales qui sont soumises à leur ordre juridique national vont devoir en plus respecter l'ordre juridique d'un autre État. En l'occurrence, en ce qui concerne la technologie et le numérique, respecter le droit européen et le droit français et le droit américain. D'accord. C'est ça l'extraterritorialité. Ok. Juste, je manque à tous mes devoirs. Heureusement que je vous ai donné la parole en premier. On va juste quand même faire un tout petit tour de table des participants. Donc, Olivia, vous êtes spécialisée dans le numérique. Est-ce que vous voulez juste rajouter quelques mots juste sur votre personne, sur qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien? Au quotidien, je conseille des entreprises fournisseurs de technologies et utilisatrices de technologie. Voilà, je suis docteur en droit et avocate depuis 2009. D'accord, super. Philippe Brignot, votre micro est coupé, je crois. Voilà, super, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, une minute? Oui, bon, alors on va aller vite parce qu'on est nombreux. Voilà. Donc, Philippe Brignot, donc moi je suis fonctionnaire encore quelques temps avant de prendre ma retraite. Et donc, j'étais à la direction interministérielle du numérique et je me suis particulièrement occupé de la mise en place de dispositifs d'échange de données. C'était tout ce qui était le principe des API. Et puis, ensuite, à l'origine de dispositifs de relations usagers. Et je suis juriste de formation. Et donc les questions ces questions-là de souveraineté sont des questions qui sont anciennes, on y reviendra. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles prennent avec des tournures qui nous invitent à accélérer une souveraineté qu'on avait déjà engagée, on en parlera, mais dont on voit bien aujourd'hui que l'étendue des risques sont de plus en plus prégnants, importants et touchent aux libertés personnelles, et aux libertés individuelles et aussi aux États-nations. Voilà. Oui, absolument. Mais merci Philippe. Donc je vois que David a du mal à se connecter. Christophe, tu veux bien te présenter s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Bon, enchanté à tous. Donc moi, je suis Christophe Alves, je suis dirigeant de Scali. La petite particularité de Scali, c'est que c'est une société qui, à la base, a été développée par Bouygues Telecom. Donc en fait, on est une spin-off, comme disent les anglo-saxons. Et effectivement, c'est particulier puisque d'habitude, c'est plutôt les grands groupes qui rachètent les startups. Et là, c'est un grand groupe qui a créé une startup à la base que nous avons développée et que nous détenons à 100%. Donc effectivement, par rapport à ces questions de souveraineté, aujourd'hui, notre positionnement, en fait, nous sommes une plateforme de marketing cloud. Alors pour ceux à qui ça parle pas, on va dire qu'au sens large, on va parler de CRM marketing, donc toutes ces notions d'acquisition, de connaissances clients, d'acquisition de clients, de fidélisation de clients et bien sûr de communication client. Voilà, c'est un petit peu les sujets qu'on traite au quotidien. Et on accompagne des sociétés aussi bien européennes que des sociétés internationales. Et comme effectivement l'extraterritorialité existe dans différentes régions du monde, on a un de nos savoir-faire, c'est de permettre par exemple à des sociétés qui sont aussi bien en Europe qu'en Chine, qu'aux États-Unis, etc., de pouvoir répondre un petit peu à toutes ces contraintes locales qu'on aura l'opportunité de discuter aujourd'hui. Ouais, de revenir sur tout ça. Yann, bonjour Yann. Ah, ton micro. Oui, voilà. Bonjour à tous. Yann Gourvenec, donc Visionary Marketing. Moi, j'ai un passé chez des fabricants informatiques américains, mais aussi des opérateurs français. Et je dirais ce qui me rend plutôt pertinent sur ce sujet-là, c'est que j'ai fait beaucoup de choix logiciels et de systèmes dans ma vie. Ouais. Bon, alors après, sur les aspects politiques et juridiques, je m'exprime pas. Oui, mais chacun sa partie. En tout cas, Yann est un fin observateur de l'univers marketing-vente dans les logiciels et connaît bien tout cela. Merci Yann. Donc, Johan, est-ce que tu veux prendre la parole? Tu remplaces Michel Gramusset qui a été retenu. Exactement. Oui, exactement. Merci en tout cas Thierry du coup de m'accueillir et merci à tous. Donc Johan Roussel-Sicard, moi je suis le directeur commercial donc de Streumann Group et Michel Gramusset, notre président, s'excuse de pas pouvoir être là. En tout cas, la table ronde fait beaucoup de sens pour nous parce que bien évidemment nous on est éditeur et intégrateur de notre solution de CRM dédiée au mid-market, notamment B2B, industrie, négoce. Et donc, clairement, Salesforce, HubSpot, on les rencontre très souvent. Et il y a un vrai sujet de souveraineté aujourd'hui. Nous, depuis plus de 10 ans où on est dans l'édition de logiciels, ça a toujours été la ligne directrice, j'ai envie de dire, de départ. Et puis, sur des PME, des ETI, le sujet de souveraineté est important. Et puis, on adresse également des sujets et des secteurs type nucléaire, aéronautique, la santé ou autre, où l'importance d'avoir la donnée exactement de confidentialité est vraiment important. Donc en tout cas, ravi d'être là et de pouvoir échanger sur tout ça. Super. Merci beaucoup, Johan. Yoram, c'est à ton tour. Yoram Desficy, bienvenue. Merci, bonjour à tous et merci de m'accueillir également. Donc, je suis l'homologue de Johan côté Effici, donc directeur commercial également. Effici est un éditeur de CRM qui a la solution notamment iDeal CRM qui se développe depuis 25 ans maintenant, avec une forte présence auprès des ETI et des grands comptes, mais également auprès du secteur public. Donc, on est très présent dans les organismes publics avec un CRM pour faire de la gestion de la relation notamment usager, du développement économique, donc avec des données probantes par rapport notamment à l'extraterritorialité. Et donc, mon quotidien, tout comme Johan, c'est face à Microsoft, Salesforce, HubSpot, sur des marchés divers, puisque la souveraineté, évidemment, dans les organismes publics est un point central, mais on retrouve également cette souveraineté dans des secteurs comme la banque, l'assurance, la mutuelle, comme l'industrie tel qu'on l'a évoqué, des sociétés de transport de marchandises, mais transport public également. Donc tous les secteurs finalement que nous pouvons adresser et qui sont adressables ont cette conscience en tout cas de la souveraineté et qui s'élève de plus en plus aujourd'hui. Ouais, exact. Très bien. On aura l'occasion de revenir des usages du CRM dans le secteur public parce qu'a priori, ça va pas de soi par rapport à l'exception générale qu'on a du CRM, mais on se trompe bien évidemment. J'en conviens.
Valérie, bonjour Valérie, bienvenue avec nous et après je donne la parole à David. Bonjour Thierry, merci pour l'invitation, content d'être avec vous. Donc rapidement, Valérie Minjot, donc je suis plutôt polytechnicien de formation, une carrière au sein de la défense belge, au sein des forces spéciales. J'ai ensuite rejoint la FNR Stahl où j'ai créé la cellule de marketing stratégique, de market intelligence, avant de cofonder Seekeasy, dont je suis le CEO aujourd'hui. Alors Seekeasy, finalement, c'est une solution de ce qu'on appelle market and competitive intelligence, donc finalement une solution de veille et de renseignement marché. Elle est également utilisée à d'autres fins, notamment des fins de veille, innovation et scientifique. Et nous sommes fort présents avec un chiffre d'affaires à 60% réalisé en France, 20% dans le Benelux et 20% dans le reste de l'Europe, avec une société composée uniquement d'Européens, une présence à Lyon, puisqu'on a fait l'acquisition de la société XO l'année passée. Et globalement, nous, ce que nous faisons surtout, c'est finalement produire du renseignement. Notre solution aide les entreprises à produire du renseignement d'affaires en temps réel, qui peut être exploité, bien entendu, au sein de notre SaaS, mais qui peut être également exploité au sein d'autres systèmes informationnels de l'entreprise. Donc maintenant, on parle beaucoup d'intégration et ça peut être le cas notamment dans des CRM, d'envoyer du Customer Intelligence, donc vraiment d'informations pertinentes dans ces fameux CRM, ou alors dans d'autres intranets, ERP ou que sais-je. Voilà. D'accord. Super. Prochainement. Ravi de t'avoir avec nous parce que toute la dimension veille et intelligence économique, c'est quand même une dimension qui est directement ou indirectement corrélée à notre propos du jour. Exactement. David, bienvenue David. Merci d'avoir réussi à te connecter. Merci, c'est l'omnicanalité recherchée. Alors heureusement qu'il y a le smartphone en joker. Vous m'entendez bien ? Ouais, très bien. Parfait. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est qu'on est tous, malgré nous, inféodés à Microsoft. On le voit aussi avec l'hébergement des données de santé. L'enjeu du B2B est stratégique. Il n'y a pas que le B2C. Et pour ma paroisse, on avait l'occasion d'utiliser un outil qui était très très bien pour les contrôleurs de gestion au milieu des années 2000, qui s'appelait Hyperion S-Base. Ça a été racheté par Oracle. Et solution logicielle est rachetée par une autre, il y a des conséquences qui sont des conséquences malgré nous. Par exemple, la hausse des tarifs des licences, avec des clauses qui sont celles non pas de l'entreprise avec laquelle on avait contractualisé au départ, mais celles de l'entreprise qui a racheté la solution. Et après, on continue ou on quitte. Alors, dans les ERP, des CRM, il y a beaucoup d'outils. On parle d'Oracle, mais il y a aussi SAP. Et on est beaucoup SAP dans les grandes entreprises françaises, du sol au plafond. Et à côté de ça, il y a des solutions qui sont intéressantes d'un point de vue open source, d'un point de vue made in France ou made in Europe. Donc c'est ça dont on va débattre. Alors pour moi, il y a quand même 3 axes importants dans ce qu'on peut faire qui ne soit pas du Salesforce ou du HubSpot. C'est de considérer la question des données. Les données, c'est nos assets, c'est là où il y a la plus grosse valeur. Et donc il faut les protéger. On le voit bien avec les attaques cyber. Il y a, outre les données, la question de la portabilité d'une solution vers une autre pour ne pas être prisonnier d'une solution, avec des clauses qui peuvent être défavorables, comme je parlais des évolutions des coûts des licences, ou alors des conditions générales d'utilisation qui font que finalement on n'est plus maître de nos données, ou que nos données peuvent être utilisées, revendues à des tiers. Donc il faut vraiment être très au fait de la chose, se faire conseiller par des juristes. Je crois qu'il y a Olivia qui est parmi nous et donc qui pourra aussi dire un mot. Et puis, il y a aussi la question de l'hébergement. Est-ce que c'est sur des clouds qui sont souverains ou pas? Est-ce que c'est des clouds privés, hybrides, publics? Donc, toutes ces questions sont structurantes. Il n'y a pas que la question logicielle. La question logicielle vient finalement en bout de chaîne. Avant, il y a des questions d'ordre stratégique sur la donnée, la gouvernance des données et l'évolutivité des données. Et puis, par exemple, si on a des bases de données ou qu'on est même dans le big data, savoir quelles sont les données qu'on utilise aujourd'hui et celles qu'on va rajouter pour des traitements ultérieurs plus tard. Voilà.
Très bien, merci beaucoup David. Peut-être Olivia, vous pouvez peut-être revenir sur cette question de données, de portabilité des données, etc. Ce que vous pouvez peut-être recommander à vos clients. Moi, j'avais juste une question qui me vient comme ça par rapport aux hausses de tarifaires intempestives suite à des rachats, des fusions, etc. On l'a vu également, David en parlait à l'instant, on a vu également lors du rachat de Broadcom par VMware, où on a eu des hausses très 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 importantes, le contraire d'ailleurs. On peut s'y prémunir, ça on doit rajouter ça, on peut rajouter ça dans des clauses commerciales, comment ça se passe, ou vraiment on est à la merci et au bon vouloir du fournisseur auquel on fait confiance et malheureusement auquel on est souvent attaché pour de nombreuses années. Alors là, on sort complètement de la problématique d'extraterritorialité. Oui, complètement. Les pratiques que l'on décrit là n'ont pas de nationalité. Elles peuvent venir de n'importe quelle entreprise. En fait, on peut toujours plafonner les augmentations. Et il faut être en mesure de le négocier dans les contrats. Lorsque l'on négocie avec un éditeur, avec un fournisseur ou un éditeur de moindre taille, on peut négocier ces clauses, on peut plafonner les augmentations sur des périodes, mais en revanche, si on négocie avec Google, Microsoft c'est beaucoup plus difficile de négocier des plafonnements et de négocier un encadrement des hausses des prix. Ouais. Et voilà. Donc c'est toujours une question de puissance. Voilà. C'est ça, le pot de fer contre le pot de terre. Hein. C'est toujours cette question-là, malheureusement. Philippe, juste pour rebondir sur cette question, dans le public, comment ça se passe, comment c'est géré, c'est les mêmes difficultés ou on prend des mesures plus draconienne, on encadre, par exemple avec les licences VMware là, qui ont explosé. J'imagine que dans le public, il doit y en avoir un certain nombre. Alors, soyons clairs, au niveau de l'État, la question de la souveraineté, c'est quand même un sujet qui était bien présent depuis très longtemps. La DGFiP, elle a des milliers de développeurs et elle développe des solutions parce qu'on manipule de la donnée, dont j'imagine que vous n'avez pas trop, personne n'a envie de savoir que la totalité des données financières que vous concernant traînent dans la nature. Donc la question de la souveraineté, c'est un sujet qui est ancien, qui a été traité. Regardez par exemple, on est doté du RIE, le réseau interministériel de l'État, hein, c'est un réseau physique, matériel, hein, et des câbles, des serveurs, et qui permettent donc d'échanger au sein même de l'administration, donc que ce soit les couches basses. Mais évidemment, dès que vous tombez dans les systèmes d'exploitation, alors je ne parle pas des ordinateurs eux-mêmes que vous achetez, hein, enfin je parle des systèmes d'exploitation, il y a du Windows partout. Dès que vous commencez à parler évidemment des outils bureautiques qui sont utilisés, on utilise comme tout le monde, enfin on est dans la société, on est dans le reste du monde, on est comme une entreprise, si vous voulez, on va acheter vers les produits qui existent sur le marché. Mais c'est vrai que cette question, elle est d'autant plus, je dirais, attentive que ce sont vos données. Ce sont les données des citoyens qui sont manipulées par l'État. Donc forcément, il y a une attention toute particulière. Et dès qu'il y a une fuite, dès qu'il y a un risque, en plus on a des obligations. On ne peut pas le mettre sous le manteau, ça. Hein. On a des obligations de publier quand il y a des fuites, ainsi de suite. Donc cette question-là, j'ai envie de dire, la question de la data, on y reviendra tout à l'heure, hein, au-delà des couches, c'est un sujet qui était évidemment qui est complètement pris en compte, en tout cas identifié. Après, la question de trouver les solutions, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à votre question, VMware, oui, évidemment, on avait du VMware. Moi-même, j'avais du VMware sur les outils que je déploie chez un cloud souverain en France, par contre. Mais cette question de l'augmentation des licences, qui est tout autant de VMware, mais aussi les augmentations de licences de Microsoft, de Salesforce et de tous les acteurs, se pose un énorme sujet à toutes les administrations qui utilisent ces produits. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est la CNAM
qui a décidé de faire pression sur l'éditeur, la CNAV, qui avait un outil de statistique, tout est géré par un outil de statistique et de manipulation de la data. Pareil, augmentation des licences. Là, ils ont fait une pression importante qui fait que l'éditeur a décidé de revenir un peu sur les montants. Mais vous voyez, c'est ce que vous disiez, Madame Olivia, c'est qu'on est dans le rapport de force. C'est-à-dire, on est dans un rapport de force, quelquefois ça passe, quelquefois ça passe pas, et donc c'est aussi un enjeu pour l'État d'augmenter sa capacité de créer du rapport de force quand il faut le faire. C'est ça. Et du coup, juste pour rester sur l'État, comment est-ce que vous qualifieriez effectivement toutes les initiatives avec, je sais pas, pour prendre un dernier exemple, la suite numérique. La solution, pour l'État, c'est de développer ses propres solutions de façon autonome plutôt que de faire appel à des solutions existantes dans le privé, ou c'est un mix des deux intelligent qu'il faudrait faire? Comment est-ce que... Je ne sais pas s'il y a une doctrine de l'État particulière sur le sujet d'ailleurs. Il y a une doctrine qui vient d'être éditée. Il y a la doctrine qui vient d'être éditée, notamment par cette circulaire du 5 février, qui précise la manière dont l'État doit acheter ou peut acheter, en tout cas auprès, et donc d'établir un partenariat avec les éditeurs privés. Encore, je reviens à la DGFiP. La DGFiP, elle a évidemment des solutions qui tournent avec des solutions externes, mais beaucoup de développements sont des développements faits avec des prestataires extérieurs, je ne dis pas, mais qui sont des solutions internes. Non, l'État, il n'a pas vocation à faire de l'application pour tout et tous les dispositifs dont il aurait besoin. Il a besoin de mettre en place des dispositifs qui lui sont propres et pour lesquels il peut soit faire un marché public, soit développer en interne en faisant appel à des développeurs internes, ça c'est tout à fait possible. Mais pour la question de la suite, elle était une question aussi qui a été bien soulevée la semaine dernière, enfin cette semaine même par Henri Verdier, qui rappelait l'origine de CHAP. CHAP qui est notre messagerie interne pour concurrencer WhatsApp, pour remplacer WhatsApp dans les administrations. Quand au départ on a essayé d'établir un devis avec des prestataires, c'était 20 € par personne et par an. Ah oui, d'accord. Donc il y avait aussi un sujet qui était de pouvoir faire des économies. C'est d'ailleurs un sujet qui est assez délicat, ça. C'est-à-dire, oui, l'État passe par du marché public pour trouver les bonnes solutions dont il a besoin et heureusement qu'il y a tout un tas de startups qui font, et pas que des startups d'ailleurs, qui proposent des produits et qui font des produits tout à fait adaptés, traitements spécifiques parfois qu'on n'a aucun intérêt à le faire. Mais quand vous commencez à payer de la licence, le problème de la licence, c'est qu'elle existe pour les gros GAFAM, mais elle existe aussi pour des éditeurs qui ont aussi des niveaux de licence, qui fait que si 4 millions d'utilisateurs le mettent en œuvre, ça risque d'être aussi cher pour le budget dont on est les premiers à dire que l'État dépense trop. Donc c'est assez compliqué cette affaire. Mais vous avez raison, l'État n'est pas non plus toujours un très bon développeur de solutions. On ne va pas faire ici la liste de toutes les solutions que l'État a développées seul ou avec des prestataires. Attention dans cette histoire-là. Mais pour être un bon acheteur, il faut aussi savoir fabriquer, pour être capable de dire ce qu'on veut acheter et comment on va commander ou inciter les gens à faire avec nous. Si on ne sait plus fabriquer, on ne sait pas acheter. C'est clair. Qui veut rebondir sur le sujet? On a un petit chat interne, il y a pas mal de questions. Qui veut rebondir sur ce sujet de par rapport à l'État, comment l'État doit gérer Moi, je peux réagir rapidement, mais dans le petit chat, c'est vrai qu'il y a eu une bonne remarque sur le Small Business Act. Oui, c'est ça. Je pense que l'État aura finalement le choix, et un choix européen, quand le numérique européen sera plus fort qu'actuellement. Et inévitablement, il faut donc supporter des sociétés qui ont parfois démarré un peu plus tard, des startups qui ont effectivement démarré 10, 20 ans après Google ou ce genre de choses, et qui doivent accumuler un retard, mais aussi accumuler et se battre face finalement à une politique américaine beaucoup plus
agressives. On parle de prix. Moi, le prix, c'est finalement quelque chose qui est assez fictif parce que quand on voit maintenant comment les Américains achètent des parts de marché, achètent des usages, notamment avec l'IA, grâce à des prix qui sont finalement fictifs, puisqu'ils sont en dessous même du coût de production, on se dit que c'est extrêmement compliqué pour des startups, notamment comme la mienne, de rivaliser parce que nous, on pratique des prix avec une marge. Et même une startup qui est en seed ou en scaling et qui n'est pas encore à l'équilibre, elle vend un produit avec une marge. Et on doit se battre finalement contre des sociétés, des géants qui ont eu évidemment des moyens pour démarrer extraordinaires, on va dire. On parle maintenant de milliards, de dizaines de milliards et ainsi de suite, mais qui en plus peuvent se permettre de vendre à perte. Et donc le prix, je pense que si on veut être dans un environnement qui profite à tout le monde, qui profite à l'Europe, il faut que l'Europe mette aussi réellement des mesures dans la loi pour favoriser les petites sociétés, les PME qui développent leurs solutions et qui sont les solutions qui sont souvent meilleures ou aussi performantes que les Américains, avec un business model qui est souvent plus, je dirais, plus éthique et finalement aussi parfois plus transparent, plus éthique et peut-être plus profitable sur aussi le coût à moyen terme. Donc c'est assez compliqué, mais sans un changement de législation, sans favoriser tout l'écosystème numérique européen, parce que c'est vrai qu'on injecte beaucoup maintenant l'IA à coups de milliards sur base d'une idée, mais pour le reste, je dirais que les petites sociétés, et ici autour de la table, il y a des acteurs qui sont certes beaucoup plus gros que Sikizzy, mais qui néanmoins restent encore petits par rapport aux géants américains, il faut quand même un coup de pouce. Et le coup de pouce doit se faire dans un cadre aussi, moi, je pense, juridique. Small Business Act, pour moi, excellente idée. Forcer les industriels aussi à travailler de plus en plus avec les startups. Vous parliez de négociation de prix. Les industriels, les grands industriels s'écrasent face à Microsoft. Il faut savoir que pour une startup, vous avez au maximum l'indexation de sa tech, point barre. Et encore, quand vous ne passez pas par les achats qui vous réduisent encore les marges. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment c'est une question aussi de philosophie. Il faut que le marché soit prêt à le faire, il faut que les Européens soient prêts à le faire et prêts à jouer le jeu. Sinon, c'est jamais qu'un jeu de deux à un prix pour moi est parfois très fictif. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. Christophe, c'est toi qui a évoqué dans notre petit chat interne le Small Business Act. Tu veux juste rebondir ou abonder dans le sens de Valérie j'abonde dans ce qui a été dit, effectivement, et c'est vrai que c'est une équation qui est à la fois simple et compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ne pas offrir, pour reprendre l'exemple, un produit à 20 € par utilisateur, il faudrait pouvoir mutualiser avec différents clients. Et quoi de mieux pour mutualiser que d'avoir entre guillemets une manne potentielle d'achat public qui, si elle était mutualisée au niveau de l'Europe, effectivement serait du niveau des États-Unis et permettrait effectivement au développement d'un écosystème local, sachant qu'en plus en Europe on est quand même connu, c'est la fameuse blague de notre président actuellement, en disant que les Américains ont les GAFAM et nous on a les RGPD. Voilà, donc si tout le monde a compris le principe, ça veut dire qu'on est bon normalement pour réglementer. Donc cette réglementation, ce qui est bizarre, c'est que on n'a jamais pu aller au bout de cette réglementation. Ça fait longtemps que beaucoup de gens au niveau de l'Europe appellent effectivement pour équilibrer, parce qu'effectivement à la fin on se retrouve face à des éditeurs américains qui ont des très bonnes solutions, dans certains cas il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont eux la préférence de leur marché local, ils ont accès à des capitaux locaux disproportionnés par rapport à nos capitaux, et en plus leur marché local est le plus grand au monde. Voilà. Donc, in fine, on se retrouve, nous, en n'ayant aucune loi nous protégeant, et avec effectivement un accès à un marché plus fragmenté, ce qui nous protège indirectement, mais qui devient donc plus compliqué. Donc le Small Business Act, c'est une des façons, c'est peut-être pas la seule, mais ça pourrait être une des façons d'avancer et d'équilibrer un petit peu les débats. Voilà. Très bien. Peut-être David, juste une question. On a beaucoup discuté ces derniers mois, voire ces dernières années, en disant qu'effectivement, plutôt que de subventionner le numérique français, effectivement, ça serait bien d'acheter directement, d'investir dans les solutions plutôt que de subventionner. Ça semblait être une approche un peu plus vertueuse, mais évidemment, ça reste toujours très théorique et entre
entre la bonne idée et puis la mise en application, il y a toujours le gouffre de la réalité. David, tu veux rebondir sur ce sujet un petit peu? Oui, je partage ces constats. Alors, par rapport à Chap, qui est la solution de messagerie de l'administration, il y a aussi Olvit, qui est une solution hautement sécurisée, qui a été d'ailleurs labellisée par l'ANSSI, qui peut être intéressante si on l'aide à passer à l'échelle. Mais au-delà de ces considérations qui sont plutôt des considérations court terme, je pense qu'on a besoin d'avoir une vision long terme sur une génération, parce qu'actuellement, la France et l'Europe, c'est une colonie américano-chinoise. On est plutôt dans du 80-20, 80% de produits américains, chinois et puis asiatiques au sens large. Et si on veut inverser la tendance, il faut, dès le berceau, créer des habitudes d'usage. Par exemple, plutôt que d'avoir du Word, Excel, PowerPoint, avoir des solutions OpenOffice. Et partout, que ce soit pour les LLM, que ce soit pour les différents didacticiels qui peuvent être utilisés dans l'éducation, on devrait avoir des outils français et européens. Mais même si le Small Business Act est une bonne idée, il faudrait aussi qu'on évite de surnormaliser, de surréguler, parce que finalement le RGPD ou d'autres contraintes sont des contraintes qui pèsent plus sur les entreprises françaises et européennes que sur les entreprises américaines, parce qu'ils sont plus utiles dans l'efficacité, dans l'action, dans le détournement des règles pour trouver des exceptions. Par exemple, les conditions générales d'utilisation des sites ou des apps ne sont pas lues en diagonale. Et puis finalement, on va accepter les clauses d'utilisation RGPD. Et puis voilà, donc c'est une clause léonine, c'est-à-dire on accepte en bloc et on utilise le service, plutôt que de dire il y a des dispositions qui ne nous plaisent pas et on va dire oui mais. Le oui mais n'est pas possible dans le numérique, c'est booléen. Et donc par rapport à ça, moi je pense qu'effectivement la commande publique est à privilégier. Les États-Unis, qui est un pays soi-disant libéral, ne s'en privent pas. Donc on peut avoir du bon en même temps, du en même temps qui soit pas naïf, c'est-à-dire on va être maître chez nous, on va éduquer nos citoyens, mais de façon intelligente, en leur disant si vous n'achetez pas français ou européen, il y aura des emplois, il y aura du chômage, des emplois en moins, du chômage chez nous, et on va décliner. Donc faisons ça avec discernement, mais en fait on a besoin d'une vision à 360 degrés. Et c'est pas simplement l'éducation, c'est pas simplement les achats publics, c'est pas simplement les entreprises, c'est déjà avoir un terreau fiscal, administratif allégé pour libérer les entreprises, et puis qu'il y ait aussi une porosité, parce que même si on est dans une compétition, je devrais dire coopétition, on a besoin des GAFAM, et que lorsqu'on utilise des solutions américaines ou chinoises, ce soit vu comme des boîtes noires interchangeables. Donc on ait des API qui soient intelligemment conçues, de façon à ce que du jour au lendemain, un peu comme en Formule 1 où l'écurie Alpine est passée du moteur Renault au moteur Mercedes, comme ça d'une saison à une autre, qu'on puisse dire du jour au lendemain, je remplace le cœur du réacteur Salesforce par une autre solution équivalente. Sans perdre de données et sans perdre de la présentation, le design des données, etc. Parce qu'il n'y a pas que les données brutes, il y a les données qui sont ensuite présentées avec la data vise, etc., qui sont très importantes pour les tableaux de bord, pour le pilotage, etc. Yann, tu rappelais dans notre petit commentaire, petit chat interne, qu'effectivement OpenOffice dépend de la Apache Software Foundation USA, et donc c'est jamais ni tout blanc ni tout noir, cette histoire. Non, c'est jamais tout blanc ni tout noir. Alors, j'aimerais revenir peut-être sur quelques choses. J'ai entendu le discours de Philippe qui fait sens. En même temps, récemment, on a vu 2 fuites de données en 2025 à 2026, notamment je crois que c'est le fichier FICOBA qui est parti en 2026 avec toutes les coordonnées bancaires. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une question autour de l'excellence et aussi, surtout, une séparation, ça a été déjà mentionné, je crois par Philippe aussi, de la donnée et de l'accession à la donnée. Ça, je pense que c'est un point important. Alors, si on prend, c'est un des basiques de la conception de logiciel, donc je pense qu'on ne fait pas offense.
si on prend un sujet très simple, très basique, puisque ça a été évoqué, la bureautique, il y a le fichier Word, mettons, pour simplifier, et puis il y a l'application pour accéder au fichier Word. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier critère, c'est la donnée elle-même. Savoir si cette donnée, elle est fiable. On a eu des exemples d'hébergeurs parfaitement européens, français, bien sous tout rapport, je suis même client, qui ont eu des petits soucis avec les pompiers. Donc fiabilité des données, pérennité de ces données, archivage des données, sans relancer la faute sur l'utilisateur, ça serait pas mal. Sécurité de ces données, je viens de l'évoquer côté des impôts. Et puis après, se pose la question de savoir si la donnée, on peut y accéder via le Cloud Act ou je sais pas quoi. Mais déjà, avant ça, d'un point de vue, je dirais rationnel, il y a déjà tous ces éléments à assurer et cette excellence à assurer sur la donnée. Et puis après, effectivement, on peut se préoccuper du programme. Alors, selon les solutions, on peut dissocier ou pas dissocier plus ou moins facilement. Mais partout où c'est facile, la bureautique en fait partie, et bien là, on peut choisir effectivement une autre solution. Alors, désolé, David, OpenOffice, non. Entre-temps, ça a appartenu à Sun, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, qui a été racheté par Oracle, puis a été revendu. Et maintenant, c'est Apache. Donc, il faudrait peut-être choisir une solution comme LibreOffice, par exemple. Supposer que l'Allemagne reste à long terme dans l'Europe et qu'il n'y ait pas de soucis entre-temps. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais bon, en dissociant les programmes des données, déjà, on peut peut-être résoudre certains problèmes. Et puis après, il y a des applications. Là, d'ailleurs, il y a un interlocuteur qui nous a fait remarquer que les seules personnes qui n'avaient pas été invitées à la table ronde, c'est Salesforce et HubSpot. Ils auraient peut-être eu le droit à la parole aussi. Là, après, ça dépend. Je dirais, chaque cas est un cas particulier. Et puis, il y a des cas qui sont plus complexes que d'autres. Et puis, et surtout, cette portabilité des données est très importante. Parce que si on change de solution, il faut pouvoir récupérer ce qu'on a déjà créé. Ça, c'est clair, ça je pense. Quelqu'un veut rebondir sur ce qu'a dit Yann à l'instant ou pas? Oui, si je peux me permettre, effectivement, il y a la souveraineté. Il y a la souveraineté, effectivement, des solutions qu'on va utiliser, mais le regard doit surtout se porter sur la donnée que portent ces solutions. C'est-à-dire que entre de la donnée non structurée qui va être aussi portée par un LibreOffice ou par des outils Office et de la donnée structurée où là, il y a une sensibilité beaucoup plus forte. On parle ici de Salesforce, HubSpot et du CRM en règle générale. Pourquoi ? Parce que le CRM va avoir de la donnée structurée sur de la connaissance de personnes morales et de personnes physiques. On va avoir des données plutôt sensibles et qui est justement là pour le coup potentiellement disponible si on est dans le cadre de l'extraterritorialité du Cloud Act. Et il y a cette notion-là qu'il faut bien prendre en considération, c'est-à-dire que certes, on peut aller sur des solutions LibreOffice type OpenOffice, enfin peut-être pas OpenOffice du coup, mais LibreOffice et autres solutions bureautiques. Mais est-ce que la donnée qui est portée derrière ces outils-là va avoir une sensibilité parce qu'on est sur de la donnée non structurée? Alors on sait qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'IA générative, la donnée structurée peut vite devenir de la donnée non structurée peut vite devenir de la donnée structurée, de fait. Mais lorsqu'on parle d'applications comme des ERP, comme des CRM, comme des solutions de marketing automation, surtout s'ils ont une data platform, où là, on va vraiment porter de la donnée structurée avec de la donnée sensible auprès de ces contacts-là. Ça peut être de la donnée personnelle si on parle de personnes physiques. Et c'est là où il y a une sensibilité qui doit être beaucoup plus importante et qui doit être vraiment portée, notamment par ces acteurs-là. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Valérie et Philippe, la préférence pour les entreprises locales
qui serait portée par les organismes publics pour des entreprises locales, évolue aujourd'hui puisque on va avoir, en tout cas, puisque ça a été voté et on espère l'avoir rapidement, maintenant un score de souveraineté numérique. Le SIL, là, oui. Le SIL, exactement, le SEAL, et qui va désormais pouvoir être inclus dans les marchés publics notamment. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un marché public, bien souvent, la seule conformité qu'on nous demandait, c'était avoir les données en Europe. Quelque chose de très vaste et de très large, pour être conforme au RGPD. Or, la donnée en Europe, elle peut être portée même en France, pourquoi pas, auprès de cloud hébergeurs qui seraient américains, elle peut être portée par des solutions américaines, et donc elle ne répond pas forcément à la contradiction du Cloud Act. Donc on va avoir aussi, on l'espère en tout cas, même si c'est pas mandatory, une préférence sur la souveraineté, mais aussi sur la localisation des entreprises, c'est-à-dire que dans ce score, on prend aussi en considération le fait que l'entreprise est locale ou pas. Donc on a aujourd'hui ce nouvel outil qui va, on l'espère en tout cas, aller dans ce sens. D'accord. J'ai juste partagé le lien dans le chat LinkedIn là, sur le Cloud Sovereignty Framework. On a fait un article pour le calculer facilement. Vous pouvez le faire. C'est quand même intéressant. Philippe, vous vouliez rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois. Oui, sur ce que disait Yann, je crois que c'est important de dissocier la donnée de l'accès à la donnée. En fait, on a vu très bien là, que certaines des dernières fuites qu'on a eues au niveau de l'État portaient sur l'accès à des applicatifs et notamment les modalités d'accès, login mot de passe, carte à puce, enfin tout ce que vous voulez. Et là-dessus, c'est une des raisons pour laquelle l'État a lancé, il y a maintenant plus de 4-5 ans, un dispositif qui s'appelle ProConnect, qui s'appelait Agent Connect avant, pour essayer d'identifier la possibilité, donner la possibilité aux agents de se loguer sur des outils qui contiennent une donnée qui peut être sensible, ou en tout cas sensible pour la personne qui est concernée, et on est en train de pousser le double facteur, mais de manière exponentielle. Clairement, il y avait tout un tas d'applications qui n'avaient pas de dispositif de ce type. Celui-là en est un. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est les risques liés, aux prestataires qui accèdent aux données. Vous savez, les principales fuites qu'on a eues chez France Travail, c'était quoi ? C'était des prestataires, c'est-à-dire comment on garantit que tous les acteurs qui peuvent accéder à des outils publics et à des données publiques le soient, les garanties qu'il faut. Donc, tout le monde est concerné dans cette affaire, on est d'accord, c'est autant les acteurs privés que les acteurs publics. Et pour ce qui est des acteurs publics qui travaillent tous les jours sur des outils, le mode d'accès est important. Donc, on a bien cette dissociation des données d'un accès, mais on voit bien que ça veut dire aussi des architectures applicatives qui vont très largement être différentes, c'est-à-dire qu'on n'a plus des applications qui maîtrisent la totalité de l'accès à la donnée, on a la donnée d'un côté, et des modalités d'accès à cette donnée. Ce qui revient à un troisième sujet, qui sont les moteurs d'API. Je ne sais pas si vous avez vu, mais une des dernières fuites qu'il y avait eu, c'est les données de la CAF, c'était le moteur d'API qui n'était pas suffisamment dans les accès, justement, n'était pas suffisamment sécurisé. Donc là, on voit bien que l'enjeu que l'on a au niveau de l'État, d'une manière générale, c'est d'être en capacité aussi de répondre à des contraintes, par exemple, du dites-le-nous une fois. Je ne veux pas avoir à redonner une information à l'administration si je l'ai déjà fournie, mais pour que ça marche, cette histoire, il faut qu'on s'appuie sur des moteurs d'API. Donc l'État est quelque part responsable de la manière dont il opère ces dispositifs, de façon à en garantir aussi que l'accès ne se fasse qu'à la bonne personne ou au bon système d'information. Donc c'est ce modèle-là qui avait été déjà promu par Henri Verdier quand il avait mis en place l'État plateforme. C'était ça, cette idée-là, de dissocier la data, la donnée, de l'accès aux données et aux applicatifs qui peuvent en avoir besoin pour simplifier les process. Un CRM dans lequel on va exiger de l'usager de fournir une donnée qui a déjà été maintenue
connu d'une autre administration. Vous voyez bien que les CRM, tels qu'on les imagine aujourd'hui, sont des CRM, et bon, je vois que Philippe Walter est là de sa sorte. L'une des forces de ce genre d'outil aussi, c'est cette capacité d'avoir des accès à toutes nos API, à toutes les API possibles. Donc on voit bien que tout ça, là, c'est pas aussi simple qu'on le dit. On a des besoins de garantir que tout ça soit hébergé correctement, soit ensuite octroyé des droits, soit octroyé de manière sécurisée, tracé. Et pour terminer sur l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu européen est en train de monter. Il y a l'EDIC qui vient d'être créé, qui a vraiment vocation à engager une vraie stratégie au niveau européen, et que ce soit la stratégie de la suite, c'est une stratégie européenne. Je termine juste sur l'histoire de OpenOffice, LibreOffice. Il y a un petit sujet, moi, qui me gêne, qui est que ces outils-là, ils reproduisent un modèle de fonctionnement qui n'est pas que public, un modèle de fonctionnement qui est celui du document. Un document, il est fait, il est pris, puis après, il va être envoyé par mail dans une boîte mail pour être envoyé à plusieurs personnes qui vont pouvoir intervenir et qu'on va pouvoir ensuite renvoyer, ainsi de suite. La notion de document est une notion qui est ancienne. Nous, on est plutôt parti, je ne sais pas si vous avez vu le Docs, qui est un outil qui est plutôt l'idée de j'ai quelque chose qui est immédiatement partagé et je gère par contre effectivement des droits d'accès à ces éléments-là qui peuvent être complètement mêlés à plusieurs. L'avenir, pour moi, de la bureautique, c'est pas reproduire des dispositifs qui ont été créés il y a 30 ans. Des tableurs d'un côté, des documents de notre côté, des mails pour envoyer tous ces trucs-là à droite et à gauche. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion à avoir, enfin tout un travail qui est fait d'ailleurs par pas mal d'éditeurs. Hein. C'est ce modèle-là aussi qui est dépassé. C'est peut-être d'ailleurs parce que ce modèle est dépassé qu'on peut imaginer des modèles d'outils qui ne sont pas juste la reproduction de dispositifs qui existaient jusque-là. C'est un point qu'on a abordé le trimestre dernier avec les plateformes collaboratives où effectivement on est plus dans des idées où les documents sont stockés, sont partagés avec des accès effectivement sécurisés. Alors après qu'il y ait des alertes qui soient envoyées par mail pour dire le document a été mis à jour, ça c'est un autre sujet, mais effectivement je comprends le point. Il y a un autre sujet, là on a touché du doigt les aspects de cybersécurité qui sont vraiment prégnantes aujourd'hui, peut-être pour aller peut-être un petit peu vers le terrain de Valérie. Vous êtes dans tout ce qui est veille et intelligence économique. Est-ce qu'il y a une approche entre guillemets défensive de protection et une approche entre guillemets offensive dans votre métier, dans l'univers que vous couvrez, se protéger de menaces entre guillemets entrantes et après essayer de collecter un maximum d'informations sur ce que peuvent faire mes concurrents? Oui, c'est exactement ça. Donc chaque entreprise doit connaître son environnement. Hein. Ça, c'est l'art de la guerre, c'est Sun Tzu, on va pas revenir là-dessus. Ouais. Mais effectivement, il y a un côté défensif, c'est-à-dire détecter des menaces, des changements législatifs, l'entrée d'un nouvel acteur, de nouvelles technologies qui pourraient remettre en question finalement tout son business model. Et puis, il y a effectivement le côté plutôt offensif où on va être davantage sur le dos, on va dire, de ses concurrents pour tout comprendre, pour anticiper leurs mouvements sur le marché, c'est certain. Et voilà, nous, la solution, ce qu'elle permet finalement, c'est de rendre possible quelque chose qui est humainement impossible. Donc ça, c'est l'objectif de l'automatisation. Mais l'IA et les traitements ont permis également de rendre ce travail beaucoup plus international. C'est-à-dire que comme on collecte dans toutes les langues, hein, il faut savoir que Sikizi a son propre index web propriétaire, hein, 2 milliards de documents. Donc on a plus ou moins la taille de Command Crawl, hein, même si
on est très discret qu'on ne le dit pas, mais on a la même taille que Common Crawl, mais par contre, nous, c'est vraiment un web qualifié, comme on appelle ça. C'est un web qui est orienté business. Et ce web, on le crée avec nos clients. On a une centaine de clients dans toutes les industries, ce qui permet d'avoir déjà de la donnée qualitative. D'accord, on n'est pas intéressé par des contenus adultes, de la cuisine ou la presse people. On est orienté business. Et donc, une fois qu'on a ça, nous, on a cette capacité de vectoriser, de comprendre les contextes, de traduire et donc d'appliquer des algorithmes d'analyse sémantique ou que sais-je sur ce contenu traduit dans une langue pivot. Et ça donne donc la possibilité aux entreprises de pouvoir faire une réelle veille internationale, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Donc ça, c'est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont une présence à l'international. Et maintenant, l'IA, effectivement, Satsiki a finalement passé à l'IA générative, hein, comme on l'a dit. Attention, pas pour toutes les actions, il y a aussi une question de coût, hein, pas que de coût uniquement écologique, mais de réel coût de traitement. Et donc, on a vraiment cette IA générative qui va plutôt travailler en remplacement, on va dire, de l'humain. Donc, on est en train de muter pour le moment du human in the loop, hein, vous savez, l'humain dans la boucle, à human on the loop, hein, c'est-à-dire l'humain va superviser les configurations, le contrôle, et ainsi de suite, et va pouvoir de temps en temps donner un petit coup de clé s'il y a quelque chose qui manque. Donc, nous, on accompagne finalement les entreprises dans cette transition. Mais quelque chose qui est vraiment très important pour nous, c'est cette souveraineté, c'est-à-dire ces données. D'abord, on travaille avec notre index web parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant d'un cloud web search, d'un Google search, d'un CertPPI, de que sais-je. Donc, on a notre pôle qui nous apporte une certaine exhaustivité, mais aussi une qualité. Donc, ça, c'est important. Mais on a aussi vraiment la volonté de rester avec une solution hébergée en Europe auprès d'un acteur européen. Parce que pour nous, je pense que les thématiques de recherche de nos clients sont réellement des thématiques stratégiques. Elles sont quand même confidentielles. C'est exactement comme Yoram l'a dit, c'est une donnée structurée comme dans un CRM. Bon, ça n'intéresse, enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible. Donc, on a vraiment cette volonté de rester, nous, en tout cas, pour le marché européen, implanté en Europe. Ça, c'est certain, en Europe. Ouais. Voilà, et on essaye donc d'adopter le plus possible la verticalisation. On a parlé des documents et ainsi de suite. Voilà, on a, nous, ce qu'on appelle un vertical AI. D'accord. Déjà, c'est-à-dire la donnée, le traitement de la donnée. Je prends un exemple, un RAG. Voilà, la génération de notre assistant d'IA, tout ça est fait avec des modèles auto-hébergés qui, bien entendu, certains utilisent de l'open source américain, mais bon, voilà, ça reste de l'open source. D'accord. Juste pour basculer sur la dimension un peu CRM, tu viens de l'évoquer et tu parlais effectivement qu'il y avait des passerelles entre tes outils et les CRM. Par exemple, Christophe, vous intégrez dans le cadre de votre Marketing Cloud, des données de la concurrence de façon à adapter les campagnes, les stratégies, etc. Ou c'est des choses qui sont encore embryonnaires? Oui. Après, c'est toujours. Je pense que pour mes collègues un peu dans le monde du CRM, ça va être un peu la même chose. Ouais. Après, l'idée, effectivement, qu'on a commencé à discuter, hein, c'est que quand on a un outil de CRM, effectivement, le CRM va être le miroir de la société qui va l'utiliser. Donc, en fonction de l'activité, on a parlé de B2B, B2C, on a parlé de certaines industries, on va retrouver certains types de données. Maintenant, il y a des données qui ont plus ou moins d'importance. Parce qu'effectivement, si je suis sur un marché où ça m'intéresse de savoir quelle est la taille de la société d'un concurrent ou est-ce qu'il est certifié ou pas, s'il y a des informations qui peuvent être intéressantes, donc qui sont aussi bien des informations qui peuvent être des informations publiques, un petit peu pour revenir sur la notion de Sun Tzu et effectivement de connaître ses ennemis, mais en même temps ça peut être effectivement des informations qui sont moins publiques, qui sont collectées à travers des des relations typiquement pendant un webinar ou sur un salon, etc. Et l'idée en fait pourquoi je parle de ça, l'idée de toutes ces données, à un moment donné, il faut effectivement se poser la question de comment on va les sécuriser, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et une façon, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de parler dans le chat, aujourd'hui, il y a effectivement, c'est un des points qui a été donné, il y a plusieurs façons de le traiter, qui sont d'ailleurs poussées par des sociétés américaines, parce que ça les arrange qu'on rentre un petit peu dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'avant, on avait tout le monde avait peur de mettre de la donnée dans le cloud.
avant que Salesforce arrive, en gros, si on revient 20 ou 30 ans avant, c'est rare qu'un DSI allait voir sa direction en disant il faut absolument qu'on prenne une solution cloud. C'était plutôt l'inverse. Voilà. Donc grâce effectivement à l'évangélisation qui a été mise en place par ces grosses sociétés américaines, maintenant on est en train de faire le schéma inverse. C'est-à-dire que maintenant il y a plein de sociétés qui se posent la question il faut que je sécurise ma donnée, mais alors qu'ils sont effectivement sur des données qui sont sur une infrastructure publique, et d'ailleurs quel que soit le type de données, comme j'ai dit en introduction. Et donc, maintenant, on commence à se reposer la question du qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des solutions. Hein. Il y a, comme on l'a commencé à dire, on peut revenir en mode on-premise, qui a un coût et effectivement, et qui a des contraintes pour maintenant certaines grandes entreprises françaises du CAC 40 ou du SBF 120, où certains acteurs publics ont tendance et poussent beaucoup pour ce mode, parce qu'effectivement, ça répond quand même à beaucoup de contraintes. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est un gros problème, c'est que ça nécessite effectivement, côté client, de devoir gérer l'infrastructure, en plus de gérer tout cet accès, on a parlé, l'accès à la donnée et la sécurisation des données. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un mode hybride qui est en train d'émerger de plus en plus. Alors, certains parlent de composable, d'autres d'hybride, où en gros, il faut être capable d'avoir la donnée en mode, ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça le zéro copie, donc c'est-à-dire qu'une donnée qui reste dans un endroit, alors que ça soit chez le client ou chez son hébergeur, et un applicatif unique, donc une solution de CRM, ou plusieurs d'ailleurs, qui tape sur cette donnée. Et aujourd'hui, pour reprendre un petit peu le point qui était de Philippe tout à l'heure sur à la fois les évolutions sur les modes d'utilisation, mais aussi les architectures qui sont permis par rapport au mode de connexion, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut effectivement garantir, et on peut même faire de l'IA, pour reprendre le point sur l'IA, si on a une base de données dans laquelle on a toute la connaissance qu'on souhaite avoir, on peut très bien faire des modèles qu'on appelle in-database, comme de la même façon qu'on faisait du in-database memory pour de la BI. Aujourd'hui, on peut avoir des modèles LLM qui tournent uniquement en base de données et qui ne vont pas copier la donnée. Voilà. Et donc, un petit peu comme était présenté par mes différents collègues, c'est des choses qui techniquement aujourd'hui sont possibles. Effectivement, il faudrait peut-être pousser un peu plus l'évangélisation, puisqu'effectivement l'évangélisation qui a été faite par beaucoup d'acteurs est plutôt de séparer ces données pour les copier, pour que ça démultiplie finalement les coûts. Mais aujourd'hui, on est capable de très bien rentrer dans des solutions qui vont avoir un applicatif qui va évoluer d'un côté et une donnée qui sera hébergée et sécurisée de l'autre, qu'elle soit chez un client ou chez un hébergeur. Quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Christophe ? Pas plus que ça. Johan, comment ça se passe chez vous, vous qui êtes un éditeur de CRM et qui avancez entre guillemets à bas bruit sur vos secteurs industriels et négoces, tout en étant technologiquement à la pointe. Est-ce que la demande de solutions telles que ce que vous proposez est de plus en plus accrue ou normalement il y a toujours un décalage entre les effets d'annonce et les épouvantails qu'on affiche et la réalité du terrain? Clairement, et alors peut-être que Yoram, tu auras un avis un peu différent parce que vous êtes sur des un peu plus grands comptes que nous, mais nous en tout cas sur notre positionnement de mid-market, PME, on va sur de l'ETI également, mais majoritairement de la PME ou du début de TI. En fait, très vite, déjà, il y a le discours que Salesforce ou HubSpot, clairement, il n'y a pas trop d'intérêt parce que c'est fait pour du gros et ils s'en rendent compte quand même très vite. Et donc, le besoin de rechercher un éditeur qui est plutôt typé sur cet accompagnement plutôt métier, ce qui va être recherché, la proximité, et moins l'image d'être, j'allais dire, un peu un grain de sable parmi une montagne de clients. Ça, c'est des points qui sont vachement importants. Après, pour revenir à notre sujet qui est l'aspect de souveraineté, ça va dépendre des secteurs, mais de plus en plus de personnes, et nous on échange beaucoup avec des CEO, etc., vont être très friands quand même de revenir sur une société française. Et je reviens sur les différents points qu'on a dit, c'est tant l'hébergement qui est important et de ne pas avoir un éditeur qui dépend d'un AWS ou autre, et donc finalement on revient sur des données qui peuvent être renvoyées aux États-Unis, mais ça revient également sur le fait d'avoir une société française, des employés français, toute la partie capitalistique également français. Sur certains secteurs, ça devient des points qui sont extrêmement importants.
voilà, si je dois résumer, finalement, c'est surtout la recherche d'un partenaire et plus juste d'un fournisseur. Le partenaire de proximité qui, en plus, garantit une certaine sécurité et souveraineté aux données des clients. Oui, exactement. Yoram, tu voulais... J'abonde complètement sur ce qu'a dit Johan, hein, c'est-à-dire que en tant qu'acteur, puisque c'est notre positionnement souverain, c'est comme ça qu'on est en capacité de se différencier vis-à-vis de nos autres confrères, hein. C'est-à-dire qu'on est un CRM, le CRM reste l'outil qui permet de faire de la relation client. Comment on se différencie au-delà de la philosophie du produit et des fonctionnalités avancées, c'est évidemment par la souveraineté. Et la souveraineté, ça n'est pas que l'éditeur de logiciels. Si on veut parler de souveraineté, c'est effectivement l'éditeur de logiciels. La proximité, comme l'a dit Johan, avec ses clients, c'est-à-dire travailler avec des équipes locales et pas travailler avec des équipes qui sont potentiellement en offshoring. Ça veut dire avoir une R&D maîtrisée aussi localement, donc dans la co-construction de la solution. Mais c'est aussi avoir un cloud hébergeur souverain. Quand on dit un cloud hébergeur souverain, c'est pas forcément le fait que le cloud hébergeur est en France ou en Europe. Encore une fois, ça va dépendre aussi de son identité. On peut être en France et avoir du Azure, du Microsoft Azure, et dans ce cas-là, on perd cette identité souveraine dans cette approche. Et évidemment, comment on se différencie, c'est au-delà de la proximité, c'est le discours qu'on a, comme Johan l'a dit, on n'est pas dans une approche client-fournisseur, on est dans une approche partenaire avec nos clients parce qu'on est à taille humaine et on a encore cette taille humaine aujourd'hui pour avoir cette proximité forte avec nos clients. Et vous le cultivez de plus en plus, j'imagine, ouais. Comment ? Et vous le cultivez de plus en plus, cette dimension. Et évidemment, bien sûr. Locale, ouais. C'est ça. Et cette proximité, on va même plus loin, c'est qu'on fait de la co-construction de notre produit avec nos clients. C'est-à-dire qu'on implique nos clients dans la roadmap du produit et donc on les inclut complètement en fait dans le développement et dans notre approche produit vis-à-vis de notre client. Et évidemment, on est challenger, il faut pas se mentir, il y a la question prix. Donc le prix est primordial, mais on est challenger et on est challenger aussi en termes de prix. Donc c'est pareil. Ouais. Peut-être une question pour Yann. Tu as beaucoup travaillé, c'est ce que tu as présenté en préambule, sur le choix de certaines solutions logicielles pour des gros intégrateurs, notamment au début de ta carrière. Il y a des points de vigilance particuliers quand on veut migrer. Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu dessus, parce qu'on a déjà abordé la question du sovereignty washing de façon en filigrane, on va dire. Oui. Alors cette question notamment sur les données, le cloud, elle est intéressante. Il y a un exemple récent qui est en Suisse, parce que là je vois autour de moi beaucoup de gens qui essayent de trouver des alternatives européennes, alors européenne dans son acception la plus large. La Suisse étant réputée pour être un pays sérieux, dont je ne doute pas, sauf que il y a un projet de loi qui vise à donner l'autorisation au gouvernement suisse d'aller fouiller dans les données, d'installer des backdoors sur les systèmes pour pouvoir aller chercher. Donc finalement, un peu le NSA près de chez soi, ce qui fait que des fournisseurs comme Proton, par exemple, ont menacé de quitter la Suisse. Donc je dirais, d'une part, il y a ce qu'on a déjà évoqué, il y a d'abord savoir où est stockée la donnée, si effectivement si elle est stockée et surtout si elle échappe à la règle qu'on a, et là je renvoie peut-être à Olivia qui peut peut-être expliquer ça. Et puis il y a aussi la stabilité de cette donnée dans la durée. Donc pour en revenir à ce que disait Christophe, oui effectivement il y a peut-être des modèles hybrides qui sont intéressants à étudier, à condition bien entendu d'être capable de les sécuriser et d'être capable aussi de les archiver, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça non plus, mais il faut aussi pouvoir archiver, parce que quand notamment il y a des incendies, si vous voyez ce que je veux dire,
il faut être capable de retrouver sa donnée, il faut être capable de l'archiver de façon sûre et certaine. Alors, pour faire un choix de logiciel, je dirais, il y a tous ces éléments qu'on a évoqués, enfin le choix d'une solution en général, et puis il y a tout un travail de périmétrage fonctionnel aussi qui est important. Tout à l'heure, j'ai cité le critère de l'excellence qui pour moi est vraiment essentiel, c'est-à-dire que choisir une solution qui n'est pas dans cette excellence uniquement parce qu'elle vient de Singapour au lieu de venir de Suisse ou l'inverse, n'est pas forcément une bonne solution non plus. Donc il y a d'ailleurs j'ai discuté avec un éditeur de Martech qui s'appelle Splio, que vous connaissez, peut-être un de vos collègues d'ailleurs, Yoram, et qui me disait, le co-CEO d'ailleurs, Antoine Parizeau est un ancien de Microsoft, et qui me disait d'ailleurs justement à ce sujet-là, avant de parler de souveraineté, il faut d'abord atteindre l'excellence, et après, effectivement, on peut traiter de ces sujets-là. Alors, pour pas monopoliser toute la parole ni passer toute la journée là-dessus, je vais vous donner un lien, je vais peut-être te donner un lien, Thierry, pour partager un travail que j'ai réalisé sur quelques items, SalesTech, Martech. Alors c'est très très limité d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue périmètre, mais j'aurais pu aussi prendre quelques exemples qui ont été faits dans le passé. Bon, de choix de logiciels, c'est toujours des matrices très très complexes qui sont à la fois parfois très rationnelles et parfois un petit peu moins. D'ailleurs, il y a des critères qui sont plus qualitatifs. Et chaque cas est un cas particulier aussi, donc je recommande cette lecture si je vais partager avec vous. Ouais, on va le partager, t'as qu'à le mettre dans le. Voilà, parce que ça évitera. Ça sera intéressant. D'ailleurs, ça sera complété. C'est ce que je précisais en préambule. On va faire ce petit guide où on va présenter différents acteurs que vous pourrez effectivement regarder. Non, moi, j'ai pas proposé de liste. Il y a des exemples, mais c'est pas. Je ne cherche pas à fournir une liste exhaustive ni péremptoire. C'est plutôt une méthode que j'essaye de. Oui, une méthode, très bien. Bon, d'ailleurs, dans le guide en question, on aura une grille avec des questions qu'on peut effectivement se poser. J'ai aussi partagé pour information un exemple de migration réussie, récupération d'un client Salesforce par un autre acteur du CRM qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui est assez intéressant sur la démarche qu'il a entreprise pour y parvenir. Je fais juste un tout petit retour en arrière pour revenir sur le secteur public. C'est vrai qu'il y a le terme CRM par rapport aux organisations publiques, ça peut sembler quasiment antinomique, et pourtant ça l'est pas du tout. Peut-être Yoram, tu peux en parler un tout petit peu et expliquer quels sont les usages entre guillemets CRM qu'on retrouve dans les organisations publiques. Bien sûr. Alors évidemment, on ne va pas utiliser le terme CRM, on va utiliser le terme GRC, GRU, Oui, on va franciser tout ça. Voilà. donc la GRU, c'est l'usager, donc c'est la gestion de la relation usager. La GRC, c'est la gestion de la relation citoyen. Ouais. Et donc, on va utiliser donc la GRC, la GRU dans différents organismes. Ça peut être des collectivités, mais ça peut être aussi des organismes publics autres. Je vais citer le BRGM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'Agence des paiements. Enfin, voilà, il peut y avoir divers organismes qui peuvent exploiter la GRU. Et on va l'exploiter dans plusieurs cas d'usage. Le premier, c'est la relation avec l'usager. L'usager, c'est une personne morale, donc une entreprise. Ça peut être une personne physique, donc le citoyen qui va solliciter, qui va faire des demandes auprès de la collectivité, par exemple. Ça peut être donc tout type de sollicitation, tout type de demande, et ces demandes vont concerner, par exemple, pour une région, l'étudiant et sa carte de transport. Pour l'entreprise, peut-être qu'il a besoin d'avoir l'assainissement des eaux devant la zone dans laquelle il est. On va pouvoir donc récolter l'ensemble de ces demandes-là et les traiter dans des processus. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle aussi du développement économique.
Donc là, on a des agences de développement économique, on a des collectivités qui font ça. Et donc, c'est comment promouvoir le territoire et comment avoir des échanges avec les entreprises pour qu'elles viennent s'implémenter sur le territoire. Donc là, on va porter de la donnée sur les entreprises, sur la manière dont elles souhaitent se développer. On va avoir des données sensibles de ce côté-là. Tout comme je reviens précédemment sur les citoyens, quand on va avoir de l'échange avec eux, on a une carte d'identité de la personne avec laquelle on parle, on sait qui elle est, où elle étudie, on a toutes ces données personnelles, et donc on va avoir ces échanges avec ces personnes-là. Et on va faire une dernière chose, qui est ce qu'on appelle de la gestion protocolaire. La gestion protocolaire, ça veut dire que les collectivités vont parler avec un écosystème dit protocolaire, dans lequel on va avoir le préfet, on va avoir le maire, on va avoir le président directeur général de telle société qui est locale, et avec lequel on va avoir de la relation, on va faire les vœux du maire, on va faire de l'inauguration, et donc on va avoir ces données sensibles également au niveau du CRM, avec lesquels on va avoir ces échanges. Ça veut dire que à travers l'ensemble de ces cas d'usage, on va avoir de la donnée qui va porter à la fois sur l'usager dit citoyen, on va avoir l'ensemble de ces informations. On va avoir des données sur l'usager dit personne morale, donc l'entreprise. On va avoir l'ensemble de ces informations. Et on va avoir des données, on va dire, sensibles sur des personnes dites VIP. Et donc, on va collecter et avoir aussi l'ensemble de ces informations-là. Donc, pour dire que le CRM, dans l'organisme public, évidemment, va collecter de la donnée sensible, de la donnée personnelle, et que c'est un enjeu parce que quand on a une région, un département ou une métropole qui va avoir de la donnée sur l'ensemble de ses citoyens, c'est 3 millions de citoyens, c'est 12 millions si on est en Île-de-France, et c'est de la donnée personnelle qui va être collectée, structurée au niveau du CRM sur ces données-là. D'accord. Peut-être une question pour Olivia, notre avocate. Est-ce que ça nécessite une protection particulière des données, ou est-ce que l'application du RGPD classique et le cadre RGPD suffit pour protéger les citoyens dans le cadre de l'utilisation de leurs données dans un cadre public ou parapublic? En réalité, non. Le RGPD ne suffit pas puisque, par exemple, l'application du Cloud Act légitime la communication de données de citoyens ou de résidents européens à des autorités américaines en l'occurrence, sans que la personne ne soit concernée, ne soit avertie, sans que l'entreprise même ne soit au courant. À partir du moment où l'entreprise, avec un lien états-unien, reçoit une injonction des autorités américaines, de la justice, de la police, voire des renseignements intérieurs, qui leur demandent de communiquer de l'information, ils communiquent l'information. Ils n'ont pas les moyens d'y résister. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté et qu'on parle d'indépendance. C'est que le droit devient un outil de puissance économique et un outil de compétition géopolitique aussi. Avoir accès aux informations du maire, par exemple de Marseille ou d'une autre ville, ça permet d'avoir aussi une connaissance sur lui et de lui demander certains services, de lui demander d'autres choses en fait. On est vraiment dans de la souveraineté. Donc je peux avoir accès aux données sans que la personne ne soit au courant. Je peux aussi couper les services si je décide que la personne ne va pas dans mon sens. C'est arrivé à Huawei en 2019. Il y a des composants dans les produits aussi qui sont propriété de sociétés américaines, et ça peut tout d'un coup s'arrêter. Voilà, et à l'encontre du droit local, c'est-à-dire que nous avons un droit qui est censé nous protéger, qui n'est pas suffisant, qui ne fait pas barrière. Et on demande parfois à des entreprises, de fait, de ne pas respecter le droit local au profit d'un autre droit qui géopolitiquement est plus puissant. D'accord. Philippe, il y a d'autres, les usages dont tu as parlé, IORAM, de GRC, GRU, etc. Est-ce que le loup Salesforce est dans la bergerie de l'État par endroit
Alors, c'est vrai, comme vous le dites fort bien, des solutions de CRM dans le public, jusqu'à présent, il n'y a pas eu, justement pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives vraiment de l'État, ou même de collectivités là-dessus. C'est un sujet un peu compliqué. Et puis surtout, au niveau de l'État, on a un petit problème. C'est qu'on est un État unique, mais on a juste environ 150 000 acteurs publics, hein, si je compte les collectivités locales. Donc, quand on commence à évoquer la notion de CRM, le problème, si vous voulez, c'est qu'un usager, il n'est pas en relation avec une seule administration. Il est en relation avec tout un tas d'acteurs publics et notamment, on s'en est très bien rendu compte quand on a eu le problème de la carte d'identité et le passeport. Quand il y a eu la question de la carte d'identité et le passeport, rappelez-vous, il fallait que le rendez-vous soit pris en mairie. Comment savoir s'il y avait des disponibilités de rendez-vous dans les mairies? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait, je sais pas, une vingtaine d'éditeurs de solutions de prise de rendez-vous qui étaient déjà déployés. Comment faire en sorte que, au niveau national, on puisse proposer à l'usager quand même d'avoir une visibilité sur des disponibilités qui existaient partout? Et donc, vous voyez bien que l'enjeu de déploiement de solutions au niveau de l'État, donnant la possibilité à des usagers d'avoir un service de bout en bout qui concerne X acteurs publics, est un sujet qui ne concerne pas que équiper un acteur public d'un CRM. Oui, bien sûr. Et donc, l'enjeu que l'on a, nous, c'est comment je garantis cette transparence, un mélange entre la transparence et l'accès à des informations qui sont contenues auprès de tous ces acteurs. Et j'avoue très honnêtement que là-dessus, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés a mis en place quoi? C'est ce qu'on disait avec Yoann tout à l'heure. Une API, et il a juste exigé de tous les éditeurs, mais on a la même chose d'ailleurs pour la déclaration nominative des données de salaire, hein, c'est pareil. Donc d'exiger un certain nombre de règles et de normes auprès de ces éditeurs pour qu'ils soient en capacité de publier l'information qui puisse à ce moment-là être mise à disposition de tout le monde et proposer ce service. Donc vous voyez bien que la question du CRM, moi le problème tel que je le perçois au niveau de l'État, c'est un CRM en silo, peut-être. Mais je ne sais pas si c'est une solution. Enfin, il faut trouver des règles d'interopérabilité entre les différents partenaires qui aujourd'hui proposent des solutions de CRM, parce que sinon, on n'aura pas la promesse qui est quand même celle de pouvoir remplir des services aux usagers en lui garantissant un bout en bout. Et deux mots, on a le même problème aujourd'hui avec France Travail depuis le début de l'année, qui doit être en capacité de proposer des parcours d'insertion à tout le monde, et notamment aux titulaires du RSA, sachant que les acteurs qui sont concernés par l'accompagnement des titulaires du RSA, c'est des collectivités locales, c'est des secteurs associatifs, ainsi de suite. Donc il faut être en capacité de proposer des prises de rendez-vous et des suivis de parcours entre tous ces acteurs publics. Donc, vous voyez, le sujet pour l'État, de la question de suivi de la relation citoyenne, mais au-delà du périmètre d'un acteur public, est un sujet qui pose la question de l'architecture, apéisation de toutes ces données et donc de l'interopérabilité que tous ces acteurs, privés notamment, doivent pouvoir mettre en place. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des acteurs privés qui se sont réunis dans une association qui s'appelle GovTech, et qui, dans le premier travail qu'ils ont décidé de mettre en place, c'est créer de l'interopérabilité entre ces différents acteurs privés, de manière à ce que justement il y ait la possibilité de proposer ces bout à bout auprès des acteurs. Voilà, donc vous voyez, le sujet, l'État est unique, et il n'y a pas qu'une solution qui existera dans l'État. Complexe. Oui, parce que je reviens sur ça. Si l'éditeur de l'API est américain, on a le même problème. Si c'est une API éditée par un éditeur américain entre deux solutions françaises, c'est pareil. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un exemple qui est pris, je ne sais pas si j'invite à écouter ce qu'a Henri Verdier, qui dans son allocution qu'il a faite avant-hier, je crois, à l'Assemblée nationale, par rapport justement à l'ouverture du sujet de la souveraineté, a pris l'exemple de l'Inde. L'Inde, en fait, a investi, le gouvernement indien a investi sur la partie des règles d'interopérabilité et de normalisation,
laissant les acteurs privés faire tous les services qu'ils voulaient, mais l'interopérabilité est maîtrisée de manière publique par l'État, pour ne pas dépendre, comme vous l'avez fort bien dit, d'acteurs privés extraterritoriaux qui, eux, garantiraient cette interopérabilité. Donc, vous voyez, la place de l'État est là aussi peut-être pour garantir que ces éléments qui doivent être communiquer entre acteurs publics le soient, ou avec les acteurs privés, le soient en garantissant un maximum de sécurité et de protection des données. David, tu veux rebondir sur ce sujet ou Oui, enfin, je crois qu'on ne peut pas aborder la question de souveraineté si on ne raisonne pas sur l'ensemble du cycle de vie du numérique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une absence de trou dans la raquette, du matériel à l'IA, en passant par les systèmes d'exploitation, les logiciels, les données. Et donc, lorsqu'il y a des API qui sont introduites, etc., il peut avoir potentiellement des failles, à la fois de sécurité, mais également de dépendance technologique. Donc, en fait, la question de souveraineté, moi je nuancerais, je dirais que c'est un peu comme le référencement. On ne va pas faire le référencement d'un site une fois qu'il est réalisé, mais penser la question du référencement dès la conception générale du site. Pareil, la souveraineté, ça doit être une question préliminaire, sans être déjà tourné vers les solutions, mais par rapport à la gestion des données, sa gouvernance, les règles d'utilisation, les droits d'accès, qui a le droit d'accès en lecture, en écriture, en modification, etc. etc. Donc voilà, après, on n'a pas parlé non plus des solutions de remplacement ou des solutions bis par rapport à Salesforce et HubSpot. Il y en a pléthore dans la nature. Après, la question, c'est pour faire quoi? Alors, c'est vrai que l'article de Yann en Visionary Marketing nous permet d'aiguiller un petit peu, mais je pense qu'il faudra avoir des clés d'entrée. Et le rôle de l'administration, c'est aussi de fournir des templates pour dire si vous êtes dans tel secteur d'activité, si vous êtes une PME, si vous êtes une entreprise à l'international, voilà les solutions qui existent sur étagère, qui sont labellisées numérique. Alors, numérique souverain, parce qu'il y a aussi le numérique responsable, il y a plein de labels. Après, c'est pas trop les multiplier, mais c'est plutôt en avoir peu et les utiliser à bon escient. Absolument, absolument. Je suis toujours surpris quand je me connecte au site de l'UGAP là, de voir qu'il y a toujours Microsoft et Oracle qui sont en si bonne place. C'est-à-dire qu'il y a éditeur de logiciels, il y a Oracle et Microsoft. Donc il y a 3 catégories. Ça me surprend toujours de voir ça. Bref, c'est un petit aparté personnel que j'avais signé il y a quelque temps et je vois que ça n'a pas beaucoup bougé depuis lors. On arrive bientôt à la fin de cette table ronde très intéressante. Il y aura beaucoup d'informations additionnelles qu'on pourra faire passer auprès de vous. Peut-être pour finir, faire un petit tour de table de conclusion générale. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon générale pour justement faciliter la mise en relation avec des acteurs qui a priori font pas trop de sovereign washing, et qui proposent des solutions qui sont effectivement solides, pertinentes, efficientes, parce qu'évidemment le critère premier c'est effectivement l'efficience de la solution et l'adéquation aux besoins. Je pense que Yann l'a dit, peut-être on peut repartir par toi, Yann. L'efficience dans ce qui se préside dans le choix d'une solution, c'est vraiment ça, l'adéquation fine aux besoins. Et après, on voit un petit peu quel est le moindre mal derrière. Oui, enfin ça c'est dans un environnement stable et tel que ça se passait par le passé. Certainement que les cartes sont redistribuées aujourd'hui. Oui, les critères de souveraineté sont peut-être surpondérés, plus pondérés qu'ils ne l'étaient à une certaine époque. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et il peut y avoir des interdits. On peut s'interdire d'avoir une solution qui vienne du Kazakhstan, par exemple. Je ne sais pas, où rien n'interdit. C'est un critère. Dans ce genre de travaux, on étudie. Il y a des motivations positives qui sont importantes, et puis des motivations qui sont négatives et dont il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas très claire. On sent la menace. Alors, Olivia nous a donné des précisions intéressantes, parce que moi, la question que je me posais, c'était de savoir si on mentionnait tout le temps
la possibilité de consulter les données, mais si elle me dit que on peut le faire à l'insu de l'entreprise ou de l'utilisateur, mais du coup ça nous éclaire beaucoup plus. Enfin, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Mais enfin bon, voilà, c'est une menace ici qui est incertaine. Et qui n'est pas stable en plus, j'en sais rien. Peut-être que le Kazakhstan de demain sera notre ami d'aujourd'hui, et puis vice versa. Il y a des changements d'alliance, il y a des changements de gouvernement, y compris peut-être chez nous, etc. Voilà. Ah oui. Donc, je pense que c'est pour ça que j'insistais sur cette histoire de données. Et, Christophe nous a donné quelques pistes intéressantes, mais je pense que c'est ça qui est très important. Et dans le tableau que j'ai fourni, il y a une donnée importante autour de la portabilité et du vendor lock-in, qui est aussi un élément très important. Voilà. On parle de l'Estonie. Ben voilà, l'Estonie, c'est un bon exemple d'incertitude totale. Ils ont un gentil voisin avec des grosses griffes. On ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir demain. Donc voilà, c'est effectivement. Je pense qu'il faut trouver une solution de résilience qui aille au-delà de simplement choisir un tel éditeur ou tel autre. Christophe, de conclusion? Alors, je ne sais pas si c'est un mot de conclusion, mais c'était juste pour exprimer que j'étais pas 100% d'accord avec. Non, mais c'est une façon aussi de conclure. À savoir que si on part du principe que le critère de souveraineté est obligatoire, notamment si on parle d'administration publique, puisque c'était l'un des enjeux aujourd'hui, pourquoi laisser des éditeurs répondre? Alors, bien sûr, ces éditeurs vont mettre en avant qu'ils ont des capacités de répondre aux besoins, mais si c'est un critère qui est obligatoire et si les États aujourd'hui pour reprendre ce que vient de dire Yann, ont une vision à plus ou moins court terme claire sur ce qu'est la souveraineté et ce qu'on peut considérer comme souverain. Donc on peut quand même partir du principe que quand on est un éditeur avec des capitaux français, avec, pour reprendre les différents critères, avec des équipes françaises, avec une R&D française et avec un hébergeur français, donc on ne doit pas être très loin de faire un 100%. On doit pouvoir quand même être un peu plus mis en avant qu'un éditeur qui aura une R&D en Inde ou aux États-Unis, avec des capitaux américains, avec un hébergeur dont la nationalité est américaine, etc. Donc c'est pour ça que mon point est plus de dire, si on le sait et on en a tous conscience, pourquoi continuer à l'accepter? Parce que ce qu'on peut faire, pour reprendre ta question, c'est continuer à faire ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, à savoir évangéliser le marché à notre façon, en expliquant, en se posant les bonnes questions. Et moi, mon mot de la fin, c'est que j'ai entendu plein de fois des concurrents américains dire à certains de mes clients, d'ailleurs, aux prospects, que s'ils passaient sur leur solution, ils amélioreraient la rentabilité et la valeur de leur société de 10 à 15%. Ce qui est absolument ridicule parce que déjà il n'y a pas d'équation en fonction des domaines d'activité, mais ça prouve bien, et c'est un message qu'on a souvent, qu'il y a une évangélisation et un travail qui est monstrueux de leur part, mais c'est le jeu, c'est le jeu du marché, moi je leur en veux pas, mais à nous, et c'est l'intérêt, et merci de ta proposition de participer à cet événement, à nous aussi de faire monter une voix un peu différente en expliquant que c'est un discours qui est particulier, et je terminerai là-dessus parce que j'ai souvent entendu ça de certains de mes partenaires en me disant, tu sais, s'ils prennent Salesforce, on peut pas lui en vouloir. Par contre, s'il prend un Scali, ou j'imagine que FICI, et tous les autres acteurs aujourd'hui ont le même problème, oui, mais on pourra peut-être lui en vouloir parce que il a entre guillemets pris un risque. Et ça, je suis désolé, mais c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est en quoi aujourd'hui il faut se battre contre ça, effectivement. Totalement. Et ça vient d'IBM. C'est une formation d'IBM. Ça a été la fameuse question du je ne sais pas quel est le besoin, mais je sais que la solution c'est IBM. You can't go wrong with IBM. C'était ça le truc. Il faut le mettre à mal.
Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises solutions. Hein. Au contraire, Oui, bien ils ont sûr, des absolument, excellentes absolument. solutions. Enfin, je veux dire, on a parlé d'HubSpot, de Salesforce, c'est des excellentes solutions. C'est juste que si on accepte ce dictat qui est que ils ont imposé cette vision, parce que c'est les plus connus sur Terre, que c'est la seule solution qui va répondre aux besoins, et que nous, de notre côté, on n'accepte pas que les critères qui sont obligatoires soient réellement obligatoires, bah, obligatoirement, on a perdu. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas que je veux plomber l'ambiance, mais en tout cas, c'est ma vision. Je vois un commentaire d'Olivier Larrey qui dit si, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui apparemment utilise Salesforce. Oups. Bah, c'est. Ouais. Oups. Ouais, ok. bien sûr. Johan, allez, 30 secondes rapidement, s'il te plaît, pour conclure. Oui, bah rapidement, moi je vais rejoindre plutôt ce qu'a dit Christophe. Je pense que c'est ce côté d'action collective où je pense que tous les différents parties prenantes, que ce soit les entreprises, les institutions, et puis bah, les utilisateurs, on va dire les clients, bah, il faut se mettre toujours dans une logique collective de souveraineté et continuer à faire peut-être une sorte d'éducation finalement un peu globale de l'importance de la souveraineté et de pas juste se fier sur, on va prendre le cas d'IBM, que c'est juste parce qu'on prend le plus gros qu'on se rassure. C'est ça, absolument. Yoram, s'il te plaît, un mot de conclusion. Abonder, et puis pour l'avoir vécu, Christophe, avoir vécu le fait que on nous a dit vous avez le meilleur critère prix, vous avez le meilleur critère fonctionnel, vous avez le meilleur critère technique, vous avez la meilleure note, mais on va pas vous retenir parce qu'on va prendre un concurrent américain parce que vous n'avez pas assez de notoriété et la crainte liée à ça, elle est très claire. Hein, c'est on est dans un CRM, ça touche à l'organisation, c'est sensible, c'est stratégique. Si le projet se passe mal et que j'ai pris Salesforce, on me le reprochera moins parce que j'ai pris le leader du marché. Si le projet se passe mal et que j'ai pris un FIC et que FIC, on ne connaît pas, il sort de nulle part, on va me le reprocher. Ouais, et clair. Ça, oui, évidemment, la notoriété, la crédibilité est un point qui pèse dans le marché. Il est très clair. Ce qui montre aussi que notre faiblesse, et là on n'a pas la main là-dessus, mais elle a été dit un petit peu au tout début de ce débat, c'est qu'on a du mal à arriver à avoir des sociétés à taille critique. Quand on parle des licornes, voilà, c'est quelques sociétés qu'on arrive enfin à voir comme licornes, et là on dit bravo, effectivement. Mais majoritairement, non, on n'arrive pas à avoir des sociétés à taille critique face à des... alors, on parle des Américains, mais pas que. Il y a aussi des Asiatiques qui arrivent avec des logiciels et on a exactement les mêmes problèmes d'extraterritorialité, exactement les mêmes problématiques de gestion des données. Et ils arrivent et ils commencent à avoir les moyens et on les voit arriver sur ce marché-là. Okay. Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit David, non, on n'est pas pléthore à être face à justement ces Américains localement. Des CRM, des CRM dits ouverts 360. Qui font ce que font Salesforce et Microsoft aujourd'hui en France, on est 2, 3, pas plus. Après, il y a quelques CRM verticalisés comme celui de Johan et qui répond à des segments de marché, il y en a quelques-uns aussi, mais on n'est pas très nombreux en France, donc effectivement, non, le marché est assez réduit là-dessus. Ok. Valérie, un petit mot de conclusion, s'il te plaît. Je suis un peu hors CRM, on est plutôt... Oui. Non, mais oui, c'est tout ça. Par rapport à nos échanges. Voilà, tout est très intéressant et je pense qu'effectivement, ce que j'ai apprécié, c'est il faut effectivement qu'il y ait une certaine complémentarité, entraide, soutien au sein de l'écosystème numérique. Voilà, il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif, c'est ça, donc notamment des solutions. Il y a beaucoup de solutions européennes qui se construisent on top of API, comme on dit, au-dessus d'API qui sont souvent américaines. Ouais. Je pense que s'il faut jouer le jeu, jouons le jeu totalement, essayons de trouver à qualité égale, bien entendu, puisqu'il faut effectivement atteindre l'excellence, ça c'est important, mais à qualité égale, il faut jouer peut-être la préférence, parce que ce qui est très important, que je l'ai mentionné dans le petit chat privé entre nous, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté, donc d'être indépendant. On a parlé beaucoup de protection de données, mais on ne sera jamais indépendant en Europe si on n'est pas puissant, si on n'a pas des revenus. Et donc, il faut être assez attentif à ce que la génération des revenus soit réalisée en Europe ou ça, les entreprises soit fléchée vers les entreprises européennes. Et donc faire des solutions qui sont dépendantes techniquement, mais aussi financièrement d'API ou de services tiers américains. Finalement, ce sont les Américains qui se font finalement la plus grosse marge sur la
chaîne de valeur. Et bon, au final, voilà, on récupère les miettes, comme je dis. Donc, il y a vraiment cette thématique où on doit vraiment essayer de réfléchir de façon verticale, comme on l'a dit, du hardware jusqu'à l'IA, et si possible européen quand on est à qualité égale. Voilà, c'est tout. Après, il faut pas un européen. On est en train de déborder. Philippe, 30 secondes, s'il vous plaît, ou juste dire au revoir et merci. Juste dire qu'en fait, je partage complètement. On partage tous le même constat. Ouais, je crois qu'on est alignés. Donc l'objectif, c'est bien de faire en sorte de travailler sur que chacun puisse le faire, mais que chacun travaille à cette interopérabilité, parce que si on ne veut pas avoir de des grosses structures et qu'on garde la force d'en avoir plusieurs, il faut qu'on travaille à cette interopérabilité. Sinon, nous, à l'État, on ne peut pas faire la réponse aux usagers qu'on attend. Mais donc, on est sur les bonnes voies, puisque tout le monde, je crois, est bien aligné sur ces enjeux. Sur ce sujet-là. Très bien. Olivia. Le mot de la fin, au-delà d'avoir une offre pertinente, et je sais que l'offre existe, je pense quand même qu'il y a encore une action de sensibilisation et d'éducation à faire. Ah oui, c'est ce qu'on fait à longueur d'année. Oui, parce que le nombre de fois où on me dit, bon, où est stockée la donnée? C'est bon, elle est stockée en Europe et ça suffit. Ouais. Je trouve que ça trahit une incompréhension de la réelle problématique assez importante. Et la phrase, là, la question, je l'ai tout le temps. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, vous avez les liens de tous les intervenants dans la table ronde. Vous pouvez leur taper sur l'épaule là et leur poser des questions et éventuellement échanger avec eux. N'hésitez pas, c'est fait pour. Allez David, c'est toi qui conclus. Alors, très rapidement, je pense qu'il y a un rôle fondamental de la commande publique et de ne pas être frileux, même si dans les clauses contractuelles des achats, il y a parfois ne pas travailler avec telle société parce que 80% de son chiffre d'affaires serait réalisé avec l'État ou avec la grosse entreprise. Et donc ça prive de marché. Donc avoir des exceptions, le Small Business Act doit jouer en ce sens. Premier point. Deuxième point, permettre donc cette éclosion non pas de licornes, mais de DK Centaure, c'est-à-dire des startups qui réalisent au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, troisième point très important, parce que c'est quelque chose en perpétuelle évolution qui est foisonnant, faire de la veille humaine, mais également veille avec de l'IA agentique pour pouvoir trouver les meilleures solutions, les meilleurs diagnostics pour accompagner sa transformation digitale de ces organisations. Voilà. Super. Eh bien, un grand merci à toutes et tous, au panel d'intervenants. Merci beaucoup à vous, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront en replay, qui liront le compte-rendu. On en fera un compte-rendu le plus fidèle et le plus consommable possible dans quelques jours. Donc, suivez bien tout ça. Et sinon, moi, je vous dis à une prochaine fois pour découvrir un éditeur ou pour échanger à l'occasion d'une table ronde sur un sujet connexe. La cybersécurité, c'est peut-être un sujet qu'on va réaborder bientôt, à suivre. Allez, merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci au revoir. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.